Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, Noël approche, on est déjà le 22 décembre, donc Noël n'est plus que dans 3 jours seulement. Et le réveillon du coup après-demain, c'est complètement incroyable, je sais bien, moi aussi je suis choqué. Donc, pour célébrer l'arrivée de décembre, le mois de Noël évidemment, le dernier mois de l'année, euh, vous connaissez tous évidemment le calendrier de l'Avent. Euh, c'est juste une petite boîte avec 24 cases. En général, la plupart du temps, je pense que vraiment 80% des calendriers de l'Avent, c'est du chocolat dans chaque case, mais il y a évidemment d'autres trucs. Mais on va partir du principe que c'est un calendrier de l'Avent au chocolat. Donc, dans chacune des 24 cases, il y a du chocolat en rapport avec le calendrier de l'Avent. Donc, par exemple, si c'est un calendrier de l'Avent Milka, il y aura que du chocolat Milka. Forcément, c'est évident. Et les cases sont un peu dispersées, c'est-à-dire que la première case s'appelle le 9, la dernière case s'appelle le 17. Voilà. Et le but, c'est du coup de toutes les repérer et de faire, d'avoir un petit cadeau par jour pour attendre Noël. Donc voilà, ça fait le temps passer plus vite jusqu'à Noël. Et j'ai décidé de faire la même chose, mais avec un concept plus orienté vers ce qui concerne ma chaîne, c'est-à-dire clairement la géographie pure et dure. Pas beaucoup de géopolitique, ça parle un petit peu de politique, mais ça parle aussi euh, de géologie, on va dire, des trucs physiques, ça parle des populations, de statistiques, de dates historiques évidemment. Donc il y a beaucoup de trucs mélangés pour ce calendrier. Et en fait, j'ai fait ça du coup sur l'onglet communauté de ma chaîne, donc tous les jours, et je continue encore. Du coup, aujourd'hui, je ferai un autre, le jour 22 du calendrier. Mais donc en fait, le truc c'est que je poste tous les jours du coup 3 indices pour deviner un pays. Et après, du coup, j'annonce quel pays c'est. Forcément, ça va être un pays différent tous les jours. Et le but, c'est que ces 3 indices doivent définir qu'un seul pays. Ça ne peut pas concerner plusieurs pays, il faut que ce soit un seul pays. Voilà, donc je voulais vous présenter du coup les 12 premiers jours de ce calendrier parce que forcément je l'ai pas encore fini, mais j'avais pas d'autres idées de vidéos pour aujourd'hui, donc voilà, nous y voilà. Et du coup, dimanche prochain, je ferai les 12 derniers jours, forcément. De toute façon, je me suis dit que 24 jours, enfin 24 pays là, ça fait un peu beaucoup. Parce que je sais que, en tout cas, la dernière vidéo que j'ai fait a eu presque 200 vues, je crois, alors qu'elle faisait une demi-heure. C'est une des vidéos les plus longues que j'ai sorties. Enfin, c'est la vidéo la plus longue que j'ai sortie depuis un bon bout de temps. Peut-être, non, une des plus longues parce que je suis pas sûr que celle du quasiment tout ça. Donc, bref. Ça, c'est une vidéo qui a bien marché et dans les commentaires, on m'a quand même dit que le format, qu'un format aussi long n'était pas forcément approprié de nos jours sur YouTube. Enfin, c'est pas que c'est pas approprié, mais c'est juste que ça marche moins bien. Sur ce coup-là, j'ai eu de la chance, ça a bien marché. Mais c'est vrai que si je continue à faire des vidéos qui durent que une demi-heure, 45 minutes, tout ça, ça va être très très long. Après, c'est parce que je parle beaucoup dans l'intro comme je le fais maintenant. Mais, euh, mais voilà, du coup, je me suis dit que 24 pays, ça ferait genre vraiment beaucoup trop long et que personne n'aurait envie de regarder ça. Même si, encore une fois, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui dure 1 h 15 et il y a beaucoup de gens qui ont regardé juste parce que ils ont trouvé ça intéressant, j'imagine. Mais du coup, je préfère la jouer safe et au moins ça me fait 2 vidéos, donc ça veut dire 2 fois plus de vues forcément. Donc en les fois, on fait du profit. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous énumérer du coup chaque fait sur le pays. Après, je vous tire le pays. Donc, je vous déconseille de regarder cette vidéo si vous voulez faire le calendrier. Je vous conseille plutôt de prendre votre temps et d'aller directement sur l'onglet communautaire d'avoir plus de temps de réflexion. Et après, vous pouvez revenir sur cette vidéo parce que cette vidéo, le but, c'est pas que ce soit le calendrier mais version vidéo, c'est juste expliquer en fait certains des faits parce qu'il y en a qui sont pas forcément très concrets. Et je me dis que forcément, je suis obligé de dire des trucs subtils pour que ce soit pas trop évident non plus, pour que ça révèle pas le pays. Donc voilà. Donc le but c'est un peu de remettre dans le contexte du coup à partir de ce qu'on sait du pays, à partir du pays du calendrier dont on connaît le nom, euh, mais un peu plus détailler ces faits là. Donc voilà.
On arrive du coup sur le jour 1. Donc, les 3 faits étaient: j'accueille la plus grande montagne sur Terre. Je suis pas sûr que ce soit très français. Si, ça va. Je suis le pays avec le QI moyen le moins élevé. Et troisième fait, je suis entre les 2 pays les plus peuplés sur Terre. Donc, on a commencé par un assez facile. Je vous laisser 2-3 secondes de réflexion, mais franchement, c'est très simple parce que c'est tout simplement le Népal. Donc voilà, le Népal. Alors, revenons sur ces 3 faits. J'accueille la plus grande montagne sur Terre, donc évidemment, le Népal avec la Chine se partage le mont Everest. Donc voilà. Je suis le pays avec le QI moyen le moins élevé, donc ça c'est vraiment juste, y a rien à redire. Le Népal, c'est le pays qui a le QI moyen le moins élevé avec 42, il me semble, ou 47. En tout cas, en dessous de 50, c'est le seul pays à avoir en dessous de 50. Ça ne veut rien dire sur l'intelligence, c'est juste que c'est par rapport à la culture, c'est pas du tout la même. Je suis entre les 2 pays les plus peuplés sur Terre. Le Népal, du coup, c'est un pays enclavé qui est frontalier avec 2 pays, l'Inde et la Chine. Donc les 2 pays les plus peuplés sur Terre. C'est le seul pays avec le Bhoutan à avoir ça. Mais du coup, pour décider du Bhoutan, j'ai aussi mis le fait du climat moins élevé et la montagne la plus grande sur Terre, parce que forcément, la montagne la plus grande sur Terre, ça peut être 2 trucs, le Népal ou la Chine. Entre l'Inde et la Chine, ça peut être du coup 2 trucs, le Népal ou le Bhoutan, sauf que forcément, dans les 2 cas, ça peut pas être la Chine dans le deuxième, donc dans tous les cas, c'est le Népal. Mais des pays qui ont le QI moyen le moins élevé, il n'y en a qu'un seul, forcément. Il faut toujours qu'il y ait au moins un truc où il y a que ce pays qui a ça. Genre vraiment. Maintenant, on passe au jour 2. Donc, je suis à cheval sur 2 continents. Je bois plus de thé que n'importe quel autre pays par an. Et enfin, le plus grand homme vivant est l'un de mes citoyens. Donc, celui-là était un petit peu plus dur. Euh, je sais pas si j'aurais besoin d'expliquer grand-chose, mais du coup, ce pays, c'est la Turquie. Et je suis à cheval sur 2 continents. Donc, en effet, il y a une partie de la Turquie qui est détachée de la partie métropolitaine. Donc, la Turquie, de base, c'est un pays en Asie, mais c'est 97% en Asie parce que du coup, il y a le canal d'Istanbul, je sais pas comment il s'appelle, j'imagine qu'il s'appelle juste le canal d'Istanbul, qui sépare la Turquie en 2. Et une partie qui est bien plus petite que l'autre, et cette partie plus petite est considérée comme faisant partie de l'Europe, parce qu'il n'y a rien qui la sépare de l'Europe, et alors qu'il y a un canal qui la sépare d'Asie. Donc forcément, cette partie de Turquie n'est ralliée qu'à l'Europe, et du coup, elle ne peut appartenir qu'à l'Europe. Et le reste de la Turquie est détaché pour le coup du reste de l'Europe et est rattaché au reste de l'Asie, donc fait partie de l'Asie. C'est comme ça qu'on détermine un pays qui est à cheval sur 2 continents, c'est quand il franchit la frontière géographique, enfin géologique des continents. Je vois plus de thé que n'importe quel autre pays par an. Alors là, j'ai pas les statistiques du coup, mais là du coup forcément on parle de statistiques. Donc le premier c'était un fait géologique, le deuxième c'est un fait statistique et le troisième c'est un fait de population. Donc voilà, il y a des trucs un peu mélangés. Du coup, c'est sur ce fait de statistiques, je vois plus de thé que n'importe quel autre pays par an. Donc là, on parle bien de par an, pas par jour. Si c'était par jour, je pense qu'on serait clairement sur le Royaume-Uni ou alors un autre pays du Moyen-Orient, peut-être, c'est pas impossible. Mais du coup, par an, c'est la Turquie qui boit le plus de thé. Alors, je sais pas du tout comment ça se fait, mais c'est juste que voilà, ils aiment bien le thé, les Turcs. Le plus grand homme vivant est l'un de mes citoyens. Alors, le plus grand homme vivant, je crois qu'il fait 2 mètres 20, 30, un truc comme ça, peut-être. Je me rappelle plus son nom. Je vais faire une petite recherche vite fait. Voilà, donc c'est Sultan Kösen qui mesure 2 mètres 51. Donc voilà, j'avais dit 2 mètres 20. Bon, on n'y était pas trop. Mais bref. Donc voilà, c'est un Turc. Comment ça se fait encore une fois, je ne sais pas. Mais je tiens à dire que la Turquie, c'est quand même le pays avec l'homme vivant le plus grand sur Terre, la femme vivante la plus grande sur Terre et l'homme avec les plus grands pieds pardon, sur Terre. Donc il y a beaucoup de trucs, de coïncidences là-dedans. Je sais pas du tout comment ça se fait. Mais voilà, du coup, tout coïncide avec la Turquie. On passe au jour 3 qui était bien plus dur que les 2 précédents, selon moi. Donc, on me surnomme la Corée du Nord africaine. Je me suis fait coloniser par l'Italie. J'ai gagné à 30 ans de guerre d'indépendance. Donc là, c'est clairement pas du tout français ce que j'ai dit. Par ça, je veux dire que
Le pays est devenu indépendant suite à 30 ans de guerre d'indépendance contre le pays auquel il appartenait précédemment. Voilà, c'est ça que je voulais dire, clairement, hein, mais bon, j'ai mal phrasé. Donc, ce pays, c'est l'Érythrée, un pays que beaucoup de gens ne connaissent même pas en fait. Donc, on me surnomme la Corée du Nord africaine. Ça, c'est pas peu commun d'entendre ça, la Corée du Nord africaine, que c'est l'Érythrée. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont un régime autoritaire. Clairement, c'est une dictature et c'est la plus sévère d'Afrique selon beaucoup de monde. Voilà, ils n'ont pas accès à Internet, ils ont pas le droit d'aller sur Google quoi que ce soit. C'est très sévère. Le peuple est dirigé comme des marionnettes H24. Donc voilà. Je me suis fait coloniser par l'Italie. Bon, ça, y a rien à dire. C'est forcément le colonialisme en Afrique. Il y a beaucoup de pays sur ce calendrier de l'Avent où c'est juste un défait si je me suis fait coloniser par tel pays. Parce que à la fois, ça réduit les chances, mais ça peut pas être qu'un seul pays. Il n'y a pas qu'un seul pays en Afrique qui s'est fait coloniser par l'Italie. Parce que l'Italie a aussi colonisé, par exemple, la Libye. Donc, encore une fois, là, jusqu'à présent, on pourrait encore croire que c'est la Libye. Bon, le fait d'après, on comprend que, enfin, ça pourrait marcher, mais il y a trop de trucs qui disent que c'est pas ça. Donc voilà, je me suis fait coloniser par l'Italie. Il y a beaucoup de faits comme ça dans ce calendrier. Mais voilà, j'ai gagné à 30 ans. Je me suis extirpé de 30 ans de guerre d'indépendance, on va dire. Euh, donc, l'Érythrée avant appartenait à l'Éthiopie jusqu'en 1993, du coup l'année d'indépendance de l'Érythrée, où du coup c'est l'Érythrée qui s'est détaché de l'Éthiopie, sachant que l'Érythrée c'était le seul État éthiopien qui avait accès à la mer, donc maintenant l'Éthiopie est un pays enclavé. Et forcément, l'Éthiopie a annoncé en début d'année qu'il voulait reprendre ce territoire, qui voulait littéralement reprendre l'Érythrée en entier. Donc voilà. Même si la guerre d'indépendance est terminée, on sait bien que les tensions sont toujours là. On passe ensuite maintenant du coup au jour 4. J'ai organisé et gagné la toute première Coupe du Monde de football. Mon hymne national est le plus long sur Terre. Je suis le pays le moins religieux d'Amérique latine. Alors, trois faits que j'ai trouvé très très intéressants. Les trois, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce calendrier. J'aime pas trop les calendriers où il y a des faits qui sont pas intéressants, où je mets genre 20 minutes à chercher des faits intéressants. Là, j'ai trouvé très vite les faits que je voulais chercher, surtout que c'était sur un petit pays, parce que oui, je choisis d'abord les pays avant de choisir les faits. C'est-à-dire que je pourrais chercher des faits intéressants sur des pays aléatoires, et après, si ça me convient pas, je change de pays, mais en général, je suis assez têtu, c'est-à-dire que, par exemple, le jour 3, je voulais absolument que ce soit l'Érythrée, pour je ne sais quelle raison, je sais même pas pourquoi je voulais ça, mais du coup, j'ai dû m'entêter à chercher trois faits, du coup, j'ai dû en trouver deux qui étaient pas très intéressants. Mais en fait, aucun n'était intéressant parce que l'Érythrée, il n'y a rien de vraiment exceptionnel, donc j'ai dû juste trouver trois faits, voilà, comme ça, mais qui marchaient quand même pour deviner le pays. Alors que là, les trois faits, je les trouve intéressants pour, du coup, l'Uruguay. Donc, le premier fait, j'ai organisé et gagné la toute première Coupe du Monde de football. Je crois que c'était en 1936. En effet, ils ont gagné cette première Coupe du Monde qui était organisée à Montevideo. Et pour la petite histoire, ils ont même gagné la deuxième Coupe du Monde. Donc voilà. Et c'est leur deux seules victoires à la Coupe du Monde de foot. Malheureusement, mon hymne national est le plus long sur Terre. Je crois que leur hymne national dure 11 minutes. Peut-être pas. Je vais refaire une recherche. L'hymne national dure donc 6 minutes. Je pensais franchement que ce serait plus long que ça. Clairement dans les 11 minutes, hein, plus de 10 minutes en tout cas. Mais visiblement pas. Donc voilà. Comment ça s'explique? Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste un fait, voilà. Je suis le pays le moins religieux d'Amérique latine. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant et à la fois, ça me choque pas vraiment. Donc l'Amérique latine, ça représente tous les pays sur le continent américain, pardon, qui ne parlent pas anglais. Donc techniquement, le Québec pourrait être considéré comme faisant partie d'Amérique latine. Mais voilà, du coup, c'est tous les pays hispanophones et lusophones et néerlandophones et francophones en Amérique, je crois que c'est tout. Je dis tous les pays néerlandophones comme s'il y en avait plusieurs, alors qu'il n'y en a vraiment qu'un seul, le Suriname, mais bon, bref. Du coup, j'ai décidé de mettre d'Amérique latine plutôt que d'Amérique du Sud ou d'Amérique hispano, hispanique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que ça inclut plus de pays et à la fois, c'est quand même assez évident que c'est en Amérique du Sud, vu qu'ils ont organisé la première Coupe du Monde, mais je me dis que je pouvais peut-être berner quelques personnes en faisant croire que c'était un pays en Amérique centrale, par exemple. Et pourquoi du coup c'est les moins religieux? Alors j'en ai
aucune idée, mais je sais que la religion est très répandue partout en Amérique latine, donc ça m'étonne pas ça m'étonnerait pas en tout cas que l'Uruguay ait quand même plus de 50% de chrétiens, je pense. Voilà. Voilà. Jour 5, je détiens la chute d'eau la plus grande sur Terre. J'ai le plus grand montant de réserves de pétrole de tous les pays. Et j'ai été nommé après une ville italienne. Encore une fois, les 3 faits, je trouve qu'ils sont assez intéressants. Donc, je connaissais déjà tous ces faits. Il y a quelques trucs que je savais pas du tout. Par exemple, l'Uruguay, je savais pas que c'était le pays le moins religieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je ne savais pas? Non, c'est tout ce que je savais pas pour l'instant. Mais pour beaucoup de calendriers, j'ai dû faire des recherches là pour le cours sur ce pays qui est le Venezuela. J'ai pas eu à faire de recherche. Voilà. Enfin, j'ai quand même recherché des trucs intéressants, mais au final, il y avait rien que je ne connaissais pas qui était intéressant. Donc voilà, que je ne savais pas. Pardon. Donc je détiens la chute d'eau la plus grande sur Terre, c'est les chutes Angel. Je sais pas quelle taille elles font. Je vais pas chercher parce qu'à chaque fois que je cherche, ça m'annule le truc. Enfin, du coup, je dois redescendre jusqu'à trouver tous les anciens calendriers, donc c'est un petit peu chiant. Euh, mais bon, c'est pas grave. Donc les chutes Angel qui font, je crois, de mémoire 260 mètres de haut. 262 peut-être mètres de haut. C'est ce que j'aurais dit comme ça, effectivement. Et ça, je sais à peu près pourquoi. Alors, je sais pas ce qui fait ça, mais en gros, au Venezuela, il y a des plateaux qui se forment de manière extrêmement étrange. C'est-à-dire qu'il y a des montagnes qui sont pas où ça part d'une base et ça fait comme ça. Il y a des montagnes où ça part d'une base et ça fait juste comme ça, des petits, littéralement des pavés. Je sais pas pourquoi il y a des pavés qui se forment naturellement comme ça, mais du coup, en haut d'un de ces pavés qui sont forcément très grands, il y a une chute d'eau qui est tombée, du coup, qui est tombée jusqu'en bas, et c'était le chute Angel, et voilà. J'ai le plus grand montant de réserves de pétrole de tous les pays. Alors, je sais pas si vous voyez à peu près une carte du Venezuela, mais en gros, il y a un pays de base ici, et juste là, à droite, il y a une petite anse, on va dire, qui se referme presque en entier. Du coup, ça fait un presque lac. À peu de choses près, c'était un lac. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a beaucoup de pétrole, et c'est du coup pour ça qu'ils voulaient cette petite anse, le Venezuela. Et du coup, ils l'ont eu, et forcément, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole là, et du coup, ils ont eu beaucoup de réserves. J'ai été nommé après une ville italienne, Venezuela, ça vient de la racine de Venise. Pourquoi Venise? Parce que tout comme Venise, au Venezuela, ils ont vu que quand les colons sont arrivés, ils ont vu que toutes les maisons étaient sur pilotis, et ça leur a rappelé forcément Venise, qui est une ville construite sur pilotis. Du coup, ils l'ont appelé Petite Venise en espagnol, donc Venezuela. Il y a un fait que j'avais voulu inclure, mais en fait, je l'ai pas fait. C'est le fait qu'ils ont la monnaie la plus faible sur Terre. Donc leur monnaie, c'est le bolivar, comme Simon Bolivar, leur tout premier président. Euh, il s'appelle d'ailleurs la République bolivarienne de Venezuela, là-bas, le pays. Bref, le bolivar, je crois que 1 euro, ça fait 9 millions de bolivars. Le truc, c'est que malheureusement, le bolivar, enfin non, heureusement plutôt, le bolivar n'est plus la monnaie du Venezuela. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop sévère, et du coup, en attendant de trouver une nouvelle monnaie, ils ont adopté le dollar américain classique, qui est du coup forcément une monnaie de bien meilleure qualité, et ça forcément, ça améliore l'économie du Venezuela, parce que là, c'était fortement endetté, le Venezuela comme pays, parce que même si 1 euro c'est 9 millions de bolivars, faut se dire que pour eux, un bolivar, c'est l'équivalent de notre 1 euro. Mais c'est juste que tu peux acheter rien avec. C'est-à-dire que nous, avec 50 euros, on peut acheter beaucoup de trucs, et eux, 50 bolivars, c'est tout aussi dur à avoir. Enfin, c'est pas forcément dur, mais c'est la même facilité à avoir, on va dire. Imaginons du coup 50 000 euros. Le bolivar, c'est aussi dur d'avoir 50 000 bolivars. Le truc, la différence, c'est que 50 000 bolivars, t'as rien. C'est vraiment ça coûte absolument rien. Enfin, ça peut rien t'acheter du coup. Voilà, c'est ça les différences. On va passer maintenant au jour 6. Donc, je suis un micro-État. Mes citoyens n'ont pas le droit de mâcher des chewing-gums, et je ne voulais pas devenir indépendant. On m'a forcé à le devenir. Encore une fois, je trouve que ces 3 faits ne sont pas forcément très intéressants.
Mais voilà. Donc, on parle là du, non, pas du tout. On parle là de Singapour. C'est un nom propre, une île. Donc, je suis un micro-État. En effet, un micro-État, c'est défini tout ce qui est plus petit que, je crois que c'est que 1000 km², il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est plus petit que 1000 km². Putain, mais j'arrête pas de dire le Singapour. Non, et Singapour fait, je crois, 600 km², un truc comme ça. Donc, forcément pas très grand. Et du coup, c'est un micro-État. Et je crois que sur la plupart des cartes, les micro-États, en fait, c'est les seuls pays qui ne se voient pas. Mais citoyens n'ont pas le droit de mâcher du chewing-gum. Donc, faut savoir un truc à Singapour, c'est que c'est vraiment des maniaques de la propreté. Et du coup, en fait, ils ont l'impression que les gens qui mâchent du chewing-gum, ils vont forcément les cracher par terre. Et du coup, c'est chiant à nettoyer. Et après, ils vont devoir écoper d'une peine trop grosse. Du coup, ils ont dit, on interdit carrément le chewing-gum, c'est plus simple. Sauf sous prescription médicale. Je ne vois pas pourquoi ton médecin te prescrirait de manger du chewing-gum, mais bon, why not. Je ne voulais pas devenir indépendant, on m'a forcé à le devenir. Ça, c'est un peu l'équivalent de, en gros, euh, t'es un adulte, t'as fini tes études et tes parents te mettent dehors, te mettent à la porte. Ouais, c'est exactement ça. Donc, Singapour appartenait avant à la Malaisie et ils profitaient un peu de la richesse de la Malaisie. Sauf que je ne sais plus ce qui a amené la Malaisie à vouloir à ne plus vouloir Singapour, même si Singapour voulait rester en Malaisie. La Malaisie les a exclus. Et maintenant, ben, la Malaisie, ils veulent bien reprendre Singapour parce que Singapour est devenu bien plus riche qu'eux. Donc voilà. C'est c'est un autre. Il y a un autre exemple comme ça, c'est les Émirats Arabes Unis. C'est-à-dire que les Émirats Arabes Unis, ils avaient proposé au Qatar et au Bahreïn de s'allier une fois que les Émirats Arabes Unis sont apparus. Et et le Bahreïn étaient déjà riches à cette époque. Ils ont dit non, les Émirats Arabes Unis c'est trop pauvre, on va pas aller dans un pays pauvre. Et au final, les Émirats Arabes Unis ont fini plus riches que le Qatar et le Bahreïn. Voilà. Donc, jour 7. Je suis le seul pays de mon continent à ne pas avoir accès à l'océan Atlantique. Je reconnais le Bitcoin comme monnaie officielle. Je suis le plus petit pays hispanophone. Là, je trouve que c'est trois faits intéressants pour un pays aussi petit. On parle ici du Salvador. Donc, je suis le seul pays de mon continent à ne pas avoir accès à l'océan Atlantique. Donc là, c'est un peu à grande échelle parce que j'ai compté euh, les pays qui avaient qui avaient uniquement côte sur la mer des Caraïbes, comme la Jamaïque ou Cuba, par exemple. J'ai compté ces pays comme pouvant avoir accès à l'océan Atlantique, mais ça marche du coup pour tous les pays d'Amérique centrale, comme le Mexique, qui n'a côte que sur le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Mais donc ça j'ai dit que ça marchait, et du coup le Salvador, techniquement, si on compte la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, c'est le seul pays qui n'a pas de côte sur l'océan Atlantique en grand général. Voilà. Je reconnais le Bitcoin comme monnaie officielle. En effet, c'était le tout premier pays à reconnaître le Bitcoin comme monnaie officielle. Alors pourquoi ils ont fait ça, je n'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que le deuxième pays à avoir fait ça, c'est la République centrafricaine, ce que je trouve très drôle parce que c'est un pays au milieu de nulle part en Afrique qui est très pauvre et ils se sont dit on va faire du Bitcoin. Et ben peut-être que ça va marcher, on ne sait pas. Je suis le plus petit pays hispanophone. Là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. C'est juste que c'est un pays qui est hispanophone, donc qui parle espagnol, dans la langue officielle de l'espagnol, et c'est le plus petit de tous. Voilà, c'est tout. Rien à redire là-dessus. C'était assez simple à comprendre, celui-là. Mon ancien nom était Côte Dorée. Je suis le premier pays subsaharien à avoir obtenu son indépendance. J'ai été colonisé par le Royaume-Uni. Alors celui-là, il y a un des faits que je trouvais très intéressant, c'est le deuxième. Je suis le premier pays subsaharien à avoir obtenu son indépendance parce que je ne m'attendais pas du tout. Je pensais que c'était l'Éthiopie. Et au final, il se trouve que c'est bel et bien le Ghana. Donc, mon ancien nom était Côte Dorée. Il n'y a rien à redire, forcément. Il y a, du coup, c'est plutôt Côte d'Or, maintenant que j'y repense. Parce que tous les pays dans la région de Côte d'Ivoire s'appelaient Côte de quelque chose. Et après, du coup, leur nom a été changé, tous, pour je ne sais quelle raison, tous sauf la Côte d'Ivoire, du coup, qui est restée Côte d'Ivoire. Mais voilà, je sais pas ce que c'était le nom proposé à la Côte d'Ivoire, mais je crois qu'ils en avaient un. Mais ils ont décidé de rester avec Côte d'Ivoire, tandis que tous les autres ont changé. Y compris le Ghana, qui est passé de Côte d'Or à Ghana. Je suis le premier pays subsaharien à avoir obtenu son indépendance. Donc déjà, on doit clarifier ce que c'est un pays subsaharien, parce que peut-être que les gens ne le savent pas. Il y a l'Afrique, gros continent. Tout en haut, il y a le Sahara. Et tous les pays qui sont en dessous du Sahara, qui sont quand même en Afrique, c'est les pays subsahariens. Voilà. Donc,
limite, tu serais plus logique de dire sud-saharien parce que c'est en dessous, au sud du Sahara. Mais bref, du coup, le Ghana, c'est un pays subsaharien et c'est le tout premier à avoir obtenu son indépendance en je ne sais pas quelle année, peut-être au 19e siècle en vrai. Non, quand même pas. Je vais vite fait chercher l'année d'indépendance du Ghana, je reviens. Donc c'était en 1957, voilà. Je pense pas que ce serait aussi tard, parce que pour moi, il y avait des pays qui avaient obtenu l'indépendance plus tôt que ça, mais apparemment pas. Donc voilà. J'ai été colonisé par le Royaume-Uni, bah encore une fois, c'est juste une histoire de colonisation européenne. Rien à redire là-dessus. Jour 9, je suis le plus grand pays musulman. J'ai plus de volcans actifs que n'importe quel autre pays sur Terre. Et enfin, j'ai le même drapeau qu'un autre pays. Donc celui-là, encore une fois, j'aurais pensé qu'il y aurait plus, j'avais pensé qu'il y aurait plus de faits là-dessus. Et au final, maintenant, j'ai trouvé un fait plus intéressant que le truc du drapeau, du même drapeau et tout. Ce fait-là, c'est que ce pays a la plus grande fleur sur Terre. Bon, c'est pas ultra intéressant non plus, mais c'est bien de le noter, je pense, quand même. Et du coup, ce pays, c'est l'Indonésie. Donc, je suis le plus grand pays musulman. On parle ici en termes pas de taille, mais de population, de nombre de personnes musulmanes en général. Euh, voilà. C'est le quatrième pays le plus peuplé sur Terre. Et les trois premiers, aucun d'entre eux n'est musulman. Du coup, ce titre revient forcément à l'Indonésie. Et voilà. J'ai plus de volcans. D'ailleurs, oui, du coup, l'Indonésie, 250 millions d'habitants. Donc, 250 millions, on va dire 200 millions de musulmans. Et j'ai plus de volcans actifs que n'importe quel pays sur Terre. Ça veut dire qu'en gros, l'Indonésie, c'est le pays avec le plus de volcans sur Terre. Voilà, c'est juste parce que c'est que des îles volcaniques, c'est un archipel avec que des îles volcaniques, et du coup, forcément, vu que c'est un très très grand pays avec beaucoup d'îles, qui est chacune volcanique, et qui a du coup chacune, la plupart des îles ont au moins un volcan, ça fait qu'il y a beaucoup de volcans actifs, forcément. En termes de volcans éteints, je crois que c'est les États-Unis, mais en termes de volcans actifs, c'est Indonésie. Enfin, éteints et actifs, c'est les États-Unis, et que actifs, c'est Indonésie. Et j'ai le même drapeau qu'un autre pays, donc l'Indonésie partage un drapeau avec Monaco, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je pense que Monaco pourrait ajouter un emblème, hein, franchement, parce qu'ils ont clairement copié l'Indonésie. Ensuite, on va passer au jour 10. J'ai la montagne la plus grande en Afrique. La guerre la plus courte de l'histoire s'est passée sur mon territoire, à peu près. Je détenais le tout dernier marché aux esclaves. Encore une fois, je pensais trouver plus de trucs intéressants, mais c'est pas grave. J'ai la montagne la plus grande en Afrique, donc là, on parle de Tanzanie avec le Kilimandjaro qui se trouve au nord de la Tanzanie, à côté du Kenya. Voilà. Il culmine à 5000 mètres, 5000 mètres de hauteur, je crois. Un peu plus, forcément 5300 peut-être. La guerre la plus courte de l'histoire se passait sur mon territoire. Donc, la guerre de Zanzibar, la guerre d'indépendance de Zanzibar en 1900, non, début 20e siècle, je crois. Donc, c'est passé sur l'île de Zanzibar qui appartient désormais à la Tanzanie, mais avant, c'était son propre pays, enfin, après la guerre d'indépendance, du coup. Après la deuxième guerre d'indépendance, parce que la première guerre d'indépendance, Zanzibar a très vite renoncé, parce que cette guerre a duré 37 minutes. Voilà, rien que ça, 37 minutes, ça veut dire qu'il y a des gens, forcément, ils étaient en train de siester, ils ont dormi à travers la guerre. Ce qui est très drôle. Et du coup, avant, la Tanzanie, c'était deux pays différents, donc Zanzibar et la Tanganyika. Mais après, du coup, Tanganyika et Zanzibar ont fusionné pour créer un nom cumulé des deux, Tanzanie, même si Zanzibar ne représente que vraiment 1% de territoire de la Tanzanie. Et du coup, la Tanzanie aurait pu rester Tanganyika, mais en même temps, c'est plus rapide à écrire et simple à se rappeler, Tanzanie. J'ai détenu le tout dernier marché aux esclaves. Ben, c'est le dernier pays qui vendait, je dis bien vendait encore les esclaves. Et il me semble que le marché aux esclaves, c'est aussi sur Zanzibar. Donc, on a parlé deux fois de Zanzibar et une fois de Tanganyika sur la Tanzanie. Voilà. Jour 11. Mes citoyens sont les plus grands en moyenne. Je suis le plus grand exportateur de fleurs. J'étais le premier pays à légaliser le mariage homosexuel. Mes citoyens sont les plus grands en moyenne. Donc là, on parle des Pays-Bas. Et en effet, les Néerlandais font en moyenne 1m70, je crois. Ce qui est pas mal. Euh, voilà, donc mes citoyens sont les plus grands en moyenne. Ce qui est intéressant parce que forcément, du coup, il y a ni l'homme le plus grand, ni la femme la plus grande qui viennent de là, ils viennent de Turquie. On en a déjà parlé.
Je suis le plus grand exportateur de fleurs, pardon. Donc, les Pays-Bas sont très connus pour avoir beaucoup de tulipes dans le sud du pays, je crois. Et voilà, ils exportent beaucoup de ces tulipes. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui font ça, ben, c'est le plus grand exportateur de fleurs. Et c'est le premier pays à légaliser le mariage homosexuel. Je crois que c'était même au 19e siècle. Mais voilà, du coup, les Pays-Bas, un pays qui était bien en avance par rapport aux autres. Et je trouve que les faits ici sont assez intéressants, même si également assez connus parce que je pense que la plupart des gens savent, enfin, peut-être qu'ils savent pas, mais je pense que si tu mets ces trois faits devant des personnes, en tout cas des personnes européennes, je pense que la plupart savent quand même que c'est les Pays-Bas. Voilà. Et on passe du coup à notre dernier jour, le jour 12. Donc j'avais la toute première cathédrale catholique des Amériques. C'est le seul pays avec une Bible sur son drapeau. J'ai été colonisé par l'Espagne. Donc encore une fois, histoire de colonisation par l'Espagne. Bon, ça concerne beaucoup de pays en Amérique. Hein, donc voilà. Euh, oui, en Amérique, ouais. Donc, des pays colonisés par l'Espagne, il y en a beaucoup en Amérique. Donc je trouvais que ça se fait pas très intéressant. Mais les autres sont plus intéressants. Et on ne s'attend pas forcément d'un pays comme la République dominicaine, du coup. J'avais la toute première cathédrale catholique des Amériques. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Santa Isabelle, un truc comme ça. Mais c'est bien à Saint-Domingue, en République dominicaine, qu'était la toute première cathédrale catholique des Amériques. Donc voilà, why not. Et du coup, je suis le seul pays avec une Bible sur son drapeau. En effet, si on regarde de très près sur le drapeau de la République dominicaine, sur l'emblème plus précisément, on voit qu'il y a une Bible ouverte et on peut deviner que c'est la Bible parce que juste dessus, il y a une croix chrétienne. Voilà. Et du coup, il n'y a aucun autre pays qui a montré une Bible sur son drapeau. Je crois qu'il y a le Mozambique qui a un livre, mais ce n'est pas explicité que c'est la Bible. Même si, on va pas se mentir, c'est pas impossible, clairement, que ce soit la Bible. Mais c'est pas explicité, donc voilà. Et du coup, ça conclut ces 12 premiers jours du calendrier de l'Avent géographique que j'ai moi-même créé. Je vais finir du coup ce calendrier de l'Avent mardi, jour du réveillon. Et je referai une vidéo pour les 12 derniers jours, donc soyez patients. Il faut attendre une semaine, waouh. Et après du coup, la prochaine vidéo sera la dernière vidéo de 2024. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que je l'annonce d'ores et déjà. La première vidéo de 2025 sera comme la première vidéo de 2024. Ce sera juste le résumé de l'année précédente. Donc j'ai déjà fait le résumé de l'année 2023 concernant moi et aussi le monde en général. Et on va faire pareil en 2024, pour 2024, en 2025, pardon. Mais voilà, donc on y est presque. On a presque fini cette année qui était un petit peu folle et qui a à la fois grandement amélioré ma chaîne, je pense aussi. Mais voilà, du coup, en attendant cette dernière vidéo de l'année, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye les papayes.